Ouais, ouais. Ouais. Salut, je suis là, très en retard, mais je suis là. C'est samedi, tout le monde est... C'est samedi, tout le monde, les Gabonais sont dans le bruit, divertissement et autres. Ok, nous allons prendre ce dossier-là. Ok. Je suis là. Bonsoir à tous. J'espère que vous portez très bien. Ça m'a pris... J'étais au téléphone là pendant plus de 35 minutes, le temps de couper, quelqu'un d'autre me prend encore au téléphone. C'est le dossier le plus compliqué, le plus sensible que j'ai géré, hein, en toute honnêteté. C'est un dossier très sensible. Parce que dans ce dossier-là, c'est un dossier très sensible. Pourquoi? Le dossier de dealer de drogue est un dossier sensible. Parce que dans le dossier de dealer de drogue, quand vous faites l'investigation, vous vous rendez compte que tout le monde est trempé. Mettez un peu les cœurs s'il vous plaît. Et dans ça, nous allons commencer, s'il vous plaît. Nous allons commencer. Nous l'annoncions en titre, coup de filet sur une importante cargaison d'environ 1 tonne de drogue saisie par les douaniers affectés à l'ancien port de Libreville. Le ministre de l'économie était sur le terrain pour le constat. Léa Bifane, Richard Moubiwa rapporte. Ce bateau de fortune digne d'un outil de trafic n'a pas pu tromper la vigilance des douaniers en poste au port Molle de Libreville. À son bord, environ 1 tonne de drogue savamment dissimulée dans les ballots de marchandises. Saisi de la situation, le ministre de l'économie s'est rendu sur les lieux pour mieux examiner cette situation. Nous sommes venus ici avec le directeur général des douanes et ses équipes constater une saisie qui a été faite sur un navire, une saisie que nous avons estimée à plus d'1,5 tonne de drogue en provenance du Togo. Cette drogue était cachée dans des ballots de friperie qui étaient destinés à des personnes vivant sur le territoire national. Je voudrais féliciter les services des douanes et les encourager à aller encore plus au-delà, de façon à ce que ces activités illicites qui viennent parasiter notre économie puissent être très fortement réduites et qu'on puisse éviter les dérives que ça entraîne, que sont l'insécurité et parfois la dépravation qu'on peut voir chez certains jeunes. Cette importation illicite stoppée par la douane gabonaise n'a pas encore révélé l'identité des propriétaires de ce trafic. Là n'est pas le plus important. Le plus important, il faut ici écouter. C'est l'une des plus grandes saisies de drogue en territoire gabonais, l'une des plus grandes saisies de drogue, l'une des plus grandes saisies de la douane. On parle de tonnes quand on te parle du tonnage. Là, ce que vous voyez là, nous parlons en termes de milliards, des milliards. Mais vous comprenez que on vous parle la plus grande saisie. L'une des plus grandes saisies. Pourquoi l'une des plus grandes saisies? C'est une petite saisie. Ce que vous voyez là, c'est l'une des plus petites saisies. C'est l'une des plus grandes saisies dans la transition, peut-être. L'une des plus grandes saisies, oui, par le nouveau DG de douane. Mais il y a des plus grandes saisies, il y a des fortes quantités plus que ça, parce que c'est un trafic qui se passe depuis entre l'Afrique de l'Ouest et le Gabon.
Il faut comprendre. Pour ça, il faut d'abord repartir. Quels sont les auteurs? Parce qu'on parle des auteurs. Quels sont les complices? C'est une chaîne alimentaire. Parce que la chaîne alimentaire, c'est depuis la fabrication jusqu'aux fournisseurs, aux détaillants, aux consommateurs. Donc là, c'est l'une des plus grandes chaînes alimentaires. Cette drogue-là revient de l'Afrique de l'Ouest, précisément on va parler du Togo. Nous allons parler par exemple du Togo. Vous allez écouter, on va parler par exemple du Togo ici. Vous comprenez? C'est des trucs, c'est pas des trucs qu'il faut banaliser. C'est pas des trucs qu'il faut banaliser. Je vais vous dire, ce problème de drogue, les gens prennent ça peut-être que c'est un buzz, mais c'est pas un buzz. C'est pas un buzz. C'est pas un buzz. Ils ne veulent pas attraper les trafiquants. Comment 1,4 tonnes de drogue a pu quitter le Togo pour atteindre le Gabon? Une question qui s'impose après la saisie d'une importante cargaison de cannabis au port molle de Libreville. La découverte a pris de court les autorités et suscite des interrogations profondes sur les failles dans le dispositif de surveillance régionale. Le ministre gabonais de l'économie, Maï Mouissi, s'est rendu sur les lieux ce lundi 4 novembre 2024 après cette saisie réalisée par les douanes gabonaises. Il y a en tout 1,4 tonnes de cannabis, soit 1561 tablettes interceptées à bord d'un navire en provenance du Togo. Une saisie qui a été faite sur un navire, une saisie que nous avons... Donc, ce que je vous dis à des personnes vivant vers les frontières de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Une situation qui soulève plusieurs questions. Et il faut dire que depuis jeudi, nous sommes sur cette opération parce que nous avions espoir de mettre la main sur les intéressés. Et comme vous savez, ce sont... Et vous savez, ce qui est amusant dans cette histoire, ils disent bien, ce qui est amusant dans cette histoire-là, ils ne connaissent pas qui est le propriétaire de cette cargaison. Je ne sais pas si vous avez écouté cette place. En fait, ils se sont rendus compte que les Gabonais en matière d'information, ils ne s'intéressent pas. Bien, c'est ça le foutage de gueule. Vous allez écouter. Ils disent qu'ils ne connaissent pas qui est le propriétaire de cette cargaison. Nous avons estimé à plus d'une tonne et demie de drogue en provenance du Togo. Cette drogue était cachée dans des ballots de friperie qui étaient destinés à des personnes vivant sur le territoire national. Je voudrais féliciter les services des douanes et les encourager à aller encore plus au-delà, de façon à ce que ces activités illicites qui viennent parasiter notre économie puissent être très fortement réduites et qu'on puisse éviter les dérives que ça entraîne, que sont l'insécurité et parfois la dépravation qu'on peut... N'a pas encore révélé l'identité des propriétaires de ce... Vous comprenez que c'est un foutage de gueule. Cette importation illicite, on parle d'importation, donc là vous entendez, on parle de logistique et transport. La logistique et transport, c'est un secteur structuré. La logistique, transport est un secteur structuré. On sait qui est le propriétaire de colis. On sait qui va récupérer le colis. Parce que quand on envoie des trucs comme ça, ça passe forcément par un transitaire. Donc celui qui embarque le colis sait. C'est pas comme un camion du village où tu envoies le colis sur Libreville. Tu dis, quand tu arrives à tel carrefour, tu appelles tel numéro, elle est là debout, elle va venir récupérer. C'est un foutage de gueule. Cette importation illicite, jusqu'à présent, n'a pas encore dit qui est le propriétaire de la marchandise. Nous connaissons qui est le propriétaire parce qu'il y a eu déclaration. Donc la personne qui a fait embarquer son colis depuis là-bas, attends, sérieusement, il y a des éléments qui échappent les Gabonais, après ils se disent, bon oui, sérieusement,
On sait qui est le propriétaire, on sait les coordonnées, c'est venu en forme de ballot. Et je veux la question que je vais me poser. Pourquoi ils ont fait de ça, ils ont médiatisé ça? Pourquoi ils ont médiatisé ça? Et pourquoi ils ont d'abord fait la saisie sans d'abord laisser l'auteur venir récupérer ses produits? J'ai pris toute la journée à travailler dessus. Je me suis reposé vers les 22 heures. Et 22 heures, je me suis dit, non, là, c'est bon. Là, vu la pression dans les 12 jours locaux, oh non, là, nous sommes en train de veiller. Là, sérieux, tu ne peux pas remettre ça demain. Quand on arrive là, il y a des Gabonais qui ont ça. Et ces Gabonais-là, aujourd'hui, que nous sommes sur les réseaux, les leaders d'opinion, les analystes politiques, que moi je suis en tant qu'analyste politique et sociétal, c'est ça mon rôle. Vous attrapez une cargaison de drogue, vous médiatisez. Ça c'est fait où? On laisse d'abord le propriétaire de la marchandise venir récupérer sa marchandise qu'il a déclarée. Et dans sa marchandise, si on a soupçonné que c'est la drogue, on laisse d'abord, on ne signale pas. Ça reste, dès qu'il vient, on saisit. Et de là, on peut déjà médiatiser. Depuis quand on médiatise une cargaison de drogue, et on dit on ne connaît pas quel auteur, il vient chercher sa drogue. Comment? Et qui a l'habitude de venir récupérer la drogue? Si vous entendez qu'il y a des forces et des forces de sécurité et de l'ordre, des policiers, de tout ce que vous entendez, des ripoux. C'est des choses parce que c'est passé officiel que vous avez entendu, oh non, les services spéciaux ont pris, en fait les services spéciaux n'ont fait qu'arracher le dossier en fait, parce que le dossier a été toujours géré par la DGR, le dossier a été toujours géré par le CLAC, ce service qui est anti-drogue, c'est les spéciaux qui récupèrent ça là, mais qui a l'habitude de récupérer la drogue? Le transport se passe comment? Le transport se passe par les agents. Donc, juste vous dire, c'est ce que, comme on dit, et puis le ministre, tellement éloquent, il dit, c'est qui viennent, le trafic de drogue qui vient en pester ou qui vient notre économie. Au contraire, on sait que c'est la drogue toujours, qui vient toujours, la drogue à un pourcentage. Le Gabon sort 4e pays. Parce que le premier pays en Afrique de l'Ouest, c'est le Mali. Ce sont les Maliens. Ce sont les Maliens. Vous allez même penser que ce sont les Nigériens. Ce sont des Maliens. Des Maliens, ça je vous le dis. Là, ce sont le premier pays. Deuxième pays. Le deuxième pays, c'est la Côte d'Ivoire qui a déclassé le Bénin. Parce que le Bénin était le deuxième pays. Le Bénin à l'époque était l'un des deuxièmes pays où le trafic de drogue avait atteint un autre niveau. Et ils emmenaient ça même en forme de jet. Ce sont les jets qui transportaient la drogue. Donc la Côte d'Ivoire récupère la place du Bénin. Il faut comprendre. La Côte d'Ivoire récupère la place du Bénin. La Côte d'Ivoire vient en deuxième place après le Mali. Parce que les Maliens, ce sont les champions. Vous comprenez? Donc le Bénin, avec lui, le Bénin prend un coup. Donc ça passe déjà par Lomé. Lomé qui devient qui prend la 3e place. Lomé prend la 3e place à cause de Patrice Talon. Donc quand Patrice Talon arrive, il amène une forte pression avec toutes ces réformes. Donc tous ces trafiquants de drogue, tout le monde se déverse sur Lomé.
Donc tout le monde se déverse sur Lomé déjà. Parce que le Bénin, donc ça veut dire qu'on te dit le Bénin là-bas, on est en train de mettre, on est en train de faire un nettoyage. Donc tous ces gens-là se rabattent sur Lomé. Donc sur Lomé, on parle du Togo. Parce qu'avant, ils étaient sur Cotonou. C'est là où tu voyais que ça vient de Lomé. Et nous, le Gabon, petit pays que nous sommes, on ne se rend même pas quand nous sommes là. Nous sommes en 4e position. Vous allez me poser la question, mais pourquoi on ne parle pas du Nigeria? Les Nigériens ne sont pas des grands consommateurs. Non. Ce sont des producteurs. Il y a ce qu'on appelle la production et la consommation. Là, il faut dissocier. Le Nigeria, c'est la production. S'ils sont dans la production de tout ce qui est drogue. Pour ça, ils sont dans cette ligne-là. Ils sont dans les plus grandes productions au niveau de drogue. Le Nigeria est en 5e place. Parce qu'il faut savoir, entre les consommateurs et les producteurs, ceux qui produisent la drogue. Le Nigeria est en 5e position. Ici, je parle des consommateurs. Le Gabon consomme. Le Lomé consomme. La Côte d'Ivoire consomme. Le Mali consomme. C'est différent. Vous savez, vous allez voir dans ces, c'est vrai qu'au niveau des affaires, il y a des familles de génération en génération, on va te dire, les Diawara, les ceci c'est des grandes familles qu'on connaît qui sont longtemps, mais ils sont dans la drogue depuis. Et la drogue, il y a la première et la deuxième classe. Ceux qui consomment plus la drogue, c'est la première classe, les VIP. Non, ce n'est pas quelque chose qu'il faut penser que venir envoyer les médias comme aujourd'hui. Les Gabonais savent c'est quoi la communication, c'est quoi les médias. Et venir juste nous berner en disant, oui, il y a un travail qui s'est fait au fond au niveau de la... Donc vous avez associé qui? Vous avez associé qui? C'est-à-dire, c'est juste, comme on peut dire, une agence qui gère, comme on peut dire, les spéciaux qui gèrent le cas. La drogue, quand on fait des enquêtes sur la drogue, c'est pas ça. C'est tout un comité dans les autres pays, je vais vous dire. Quand on veut poursuivre les grands trafiquants de drogue dans d'autres pays, je vous explique, on appelle les détectives privés, les journalistes d'investigation, tous ceux qui ont en charge dans le combat de la drogue, que ce soit au niveau de la police judiciaire, des spéciaux, de tout, vous travaillez ensemble. Vous avez appelé qui pour travailler avec vous? Pour dire que nous allons combattre la drogue sur notre territoire. Les spéciaux se lèvent un bon matin, ils disent qu'ils combattent la drogue. Vous pouvez combattre la drogue, vous combattez la drogue. On entend à l'intérieur, il y a des informations qui sortent. Qui peut combattre la drogue? Le but est de reculer. Donc, pour vous dire, en ce moment, ce bruit que vous entendez de drogue au Gabon n'est pas le véritable problème. Le véritable problème ici au Gabon, c'est chaque pouvoir a son narcotrafiquant. Et il y a des cartels et des cartels. Ce que nous assistons depuis un moment dans notre pays, c'est la guerre des cartels. Donc, dans le pouvoir de Liban Suleiman à Krobessi, il y avait un chef de cartel. Et quand il y a un nouveau chef de cartel, il fait tout pour écarter les autres, soit pour envoyer les autres. Quand je parle d'envoyer les autres en exil, c'est-à-dire il fait fuir les autres sur le territoire, ça fait one. Soit il fait tout, on les arrête, on les envoie en prison, ça fait deux. Donc lui-même il récupère le territoire. Il devient le dealer et les DJ. Les DJ que vous entendez, les DJ, à un moment, les DJ, oh, je vais avoir les DJ, ce sont les revendeurs.
ne jouez pas, ne venez pas. Vous savez déjà que dans ce pays, il y a déjà des analystes politiques, donc les gens qui sont bons aussi dans l'investigation. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État félicite le travail. Et quand il félicite le travail, ça veut dire que c'est un travail qui est approuvé. On voit que oui, celui-là, il fait du bon travail. En ce moment, nous assistons, nous sommes en train d'assister, comme je le dis, quand je vois ce jeu, ce n'est pas un jeu politique. C'est leur jeu, eux, les trafiquants. C'est-à-dire, quand c'est ton tour, tu dis, j'écarte tout le monde. Au niveau, quand les Noureddin sont arrivés, nous avons assisté à ça. Où tous les jeunes, ceux qui étaient reconnus dans ça, on les écartait, beaucoup ont fui, beaucoup sont allés en France. On a saisi leur bar et tout, parce que les snack bars, c'est l'un des plus grands réseaux de blanchissement de ces gars-là. Eux, c'est des grands réseaux de blanchissement. Pour ça, vous avez entendu les scandales dans Akanda à un moment. Vous avez entendu un scandale aussi à lui, un moment aussi. Et parce que la plupart des propriétaires, c'était des dealers. Et ça passe facilement dans leurs entreprises de nuit. Il faut... C'est pas quelque chose que... Si vous voulez amener ce dossier, gérez ça hors réseau. Parce que vous savez que si vous amenez ça sur réseau, nous avons le droit d'investiguer. Et quand nous on est dans l'investigation, c'est-à-dire que nous allons aller à la source. Quand on va à la source, on va juste à la souche. Et dans ça, ce trafic a perpétué pendant toutes ces années parce que les forces de l'ordre sont en plein dans ça. Et ils se connaissent entre eux. Et chacun a son dealer. Et chacun protège son dealer. Ah, c'est quelque chose déjà qu'il faut comprendre. Pour ça, vous posez la question, pourquoi ils ne sont pas arrêtés? Pourquoi ils sont là, ils pavanent? Et on va te dire, mais quels sont les plus grands? On va te dire, bon, les plus grands, ce sont les Nigériens. On va te dire, oui, après les Gabonais viennent en seconde zone. On va te dire, bon, les Gabonais viennent, ils prennent la 3e place parce qu'après les Nigériens, ce sont les Maliens. Ici, au Gabon, après on va te dire, les Gabonais viennent en 3e zone. Mais on va vous dire, pourquoi ce truc? On va se dire, parce que les Gabonais, quand ils prennent une chose, ils ont fait un peu trop. Pourquoi le problème de drogue éclate au Gabon? Le problème de drogue est depuis l'époque de les Hassan et Djedj. Ça n'a jamais fait le bruit. Parce que ça n'était pas dans les mains des Gabonais. Les Gabonais étaient plus dans ce qui est chanvre, le chanvre, ça c'était normalement le produit gabonais. On dit, bon, on vous laisse les feuilles à l'état brut, la souche. Donc vous c'est ça, c'est ce que vous faites. Les Gabonais ont toujours été dans cette vente du chanvre et autres, pas plus, pas les drogues fortes. Après, le pouvoir change. Ali Bongo arrive. Quand Ali Bongo arrive, les Gabonais commencent à s'intéresser. Ils s'intéressent comment? Parce que beaucoup de Gabonais, quand ils vont à la prison centrale, il faut savoir pourquoi ils savent. Quand ils vont à la prison centrale, il y a des condamnés, il y a des gens qui sont là pendant des années. Voilà, des Nigériens, des ceux qui viennent d'ailleurs. C'est de là qu'ils commencent à prendre et connaître ces vices-là. C'est très important. Ils apprennent ces vices-là. Pour ça, on te dit que dans un pays, c'est toujours important. Il faut savoir séparer. Il faut savoir séparer, c'est-à-dire séparer les Gabonais, séparer les étrangers. Il ne faut pas, parce que ils vont apprendre des vices que vous vous posez la question. Pourquoi quand ils vont en prison, il fait 5 ans de prison, quand il sort, il ne laisse pas, ou quand il sort, il fait pire. Parce que c'est un enseignement, il est parti, il a fait 5 ans, il a appris autre chose, plus que ça. C'est-à-dire, il a connu de ses erreurs. S'il était un amateur, il devient professionnel. C'est de ça qu'il faut savoir. Donc, il devient professionnel dans le domaine. Là, on va dire, mais tu es un enfant, normalement, ça ne se passe pas comme ça. Donc, ils apprennent des choses et des choses. Les Gabonais se sont intéressés à cette action pendant l'arrivée d'Ali Bongo. Donc, vous savez que les Gabonais ont un souci.
Notre souci à nous, les Gabonais, c'est parce que, qu'est-ce qu'on va dire? On ne sait pas si on va parler de maturité ou on va parler de naïveté. Les Gabonais pensent que tout est légal. Nous avons ici vu sur les réseaux sociaux où les plus jeunes parlent de la drogue, où les plus jeunes se clashent sur la drogue. C'est comme si c'était légal en fait. C'est comme si c'était légal. Et pour les autres, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Les étrangers se sont enrichis sur ce pays. Ils ont construit des immeubles avec cette drogue consommée par la plupart de la haute classe. Parce qu'à l'époque de la drogue, quand on repart à 8 ans en arrière, c'est pas n'importe qui pouvait consommer la drogue. On va te parler de 500 000, de tout. Donc ça a commencé à partir de 300, 500 000. C'est au fur des temps, les gens essayaient ça a baissé, ou aujourd'hui, c'est descendu à 80 000. Parce qu'il faut connaître tout ça quand tu veux faire l'investigation. Et vous vous rendez compte qu'à l'époque, de 500 000, de 300 000, c'était pas n'importe qui. C'était des familles nantis, les enfants nantis qui en consommaient. Donc quelqu'un pouvait acheter une drogue de 3 millions, d'autres laissaient même leur véhicule en gage, et d'autres perdaient, c'était comme ça. Et leur petit nom, on les appelle les Djenki. C'est un nom de co, voilà. Aujourd'hui, c'est de... Donc quand les Gabonais ont pris la chose, ils ont vulgarisé ça. Quand ils ont vulgarisé, vous avez vu un jeune Gabonais qui arrive, un bon matin, on s'est dit, mais lui là, il a eu l'argent, ou vous voyez le jeune, il se retrouve par exemple avec 10 véhicules, il commence à faire le bruit dans toute la ville, et c'est comme ça que les Gabonais ont commencé à l'endosser. Les Gabonais ont amené tout un désordre dans ce secteur. Mais ils ont amené un désordre dans ce secteur. Pourquoi? Parce que beaucoup sont rentrés dans le deal en disant, moi je connais mon grand frère qui est dans, par exemple, qui a la PJ, ou par exemple qui a la DGR, ou par exemple qui est ceci. Moi, mon grand frère peut t'aider, par exemple, à faire ton transport. C'est comme ça que beaucoup de Gabonais sont rentrés à l'intérieur. Ou bien mon grand frère peut faire ceci, peut faire cela. Parce que comment ils font pour déplacer de tel point à tel point? Comment ça sort du port? Ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Je vous dis que s'ils veulent stopper ça, ils vont stopper. Parce qu'il y a des Gabonais, des jeunes Gabonais qui en ont marre, qui ont été menacés, qui sont sortis publiquement et demandaient de l'aide au chef de l'État, en disant au chef de l'État, monsieur le chef de l'État, j'ai besoin de votre aide. Faites-moi appel, je vais dire comment tout se passe. Tout est resté silencieux. Pourquoi tout reste silencieux? Qui protège qui? Donc, je ferai assez de bruit. Là, je suis en train de faire un rapport que je vais envoyer au cabinet. Parce qu'il faudrait que le chef de l'État appelle ce jeune homme en disant, oui, je t'ai vu, je t'ai écouté, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, ce jeune homme-là, lui, il viendra après. Il est où le jeune homme? Vous voyez, celui-là, il est sorti sur les réseaux. Et je vais rendre ça, je vais faire de ça tout un tapage, comme j'ai fait le tabac. Vous écoutez ce qu'il dit. Ouais, mes salutations encore, bonjour à vous, là, c'est Saïra, ici, original gangsta, aussi combattant de la liberté, le 301 de Monidas. Faites partager la vidéo là, pour que ça arrive aux oreilles du président. Tout le monde doit voir ça, tout le monde doit voir ça. Le mardi 14 janvier, j'ai été interpellé par les agents des services spéciaux en complicité avec 2 éléments. Il y a DGR, mais l'autre je ne connais pas bien son prénom. Mais je connais son nom, qui est Rambo. Rambo, il y a déjà en complicité avec un certain Rambo, n'est-ce pas? Un certain Rambo. Rambo sera convoqué. Rambo, d'accord. Il a fallu que je les mette dans quelque chose. Je puisse mentir. On va convoquer, on va les confronter. Jusqu'à les amener, que j'appelle un numéro, qu'ils prennent même la vidéo. Parce que je me suis rendu compte de toute la traçabilité et tout le banditisme qu'il fait. Parce que ce Rambo en question, c'est un lien repos, c'est un trafiquant. Et son deuxième complice, il cadre dans les alentours du PK6, PK7. Il y a DGA, lui-même c'est aussi un trafiquant.
Il y a des choses que je ne peux pas parler dans cette vidéo. Que je garde pour moi parce que je veux qu'on m'amène devant les hautes instances du pays. Écoutez on va bien. les parler ça. Écoutez bien. Ils m'ont interpellé mon peu au niveau de Kembo. Ils m'ont amené jusqu'au niveau des messieurs. C'est un monsieur qui m'ont fait descendre de la voiture pour partir sur disant que moi je dois les donner les gens qui vendent la drogue. Maintenant ils connaissent que moi je ne suis pas dedans. Mais Rambo en question il m'a proposé de vendre pour Gaffer. Gaffer. C'est pas la première fois. Retiens ça, Gaffer. Donc quand ils voient que moi je ne suis pas dans leur vie, que j'ai les noms dans ce qu'ils font, ils font toutes mes nuits parce qu'eux ils connaissent que moi j'ai des informations sur eux. Un certain Gaffer. Sur leur banditisme qu'ils font dans la drogue. Donc eux ils se font passer pour les justiciers. Ils prennent les noms des gens pour amener, pour faire croire que non, c'est comme ça. Maintenant, les vrais bandits, ce sont eux. Celui qui calme le PK7 là-bas, il venait au quartier faire les livraisons. Je le voyais, il venait en moto, ils ont capuche la nuit. Il travaille pour un certain baron. Et le baron qui travaille pour lui là, il y a un des éléments qui a été déféré. Il travaille pour un certain baron de la République, un baron de la République. Il y a des choses que je ne peux pas parler d'ici, mais je parle bien. Je ne texte bien, je dis bien Rambo. Un baron de la République. Rambo de la DGR, il est clair, beaucoup clair, un peu costaud. D'accord. Avant, ils voulaient une petite voiture blanche. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la même voiture qu'ils ont mis ils ont peint en rouge. Ils étaient dans un convoi depuis les 4 véhicules pour venir me chercher. Soit disant que le colonel des services spéciaux a donné l'ordre que moi, on doit venir me prendre. Ils ont même parlé du colonel spécial, mon frère. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont dit que c'est le colonel qui les a envoyés pour l'arrestation. D'accord. Parce que tous autant qu'ils sont, colonel ils doivent répondre de leurs actes. Je demande à ce qu'on puisse m'amener devant les hautes instances du pays. Parce que l'autre en question, c'est son complice. Et lui connaît son nom. Et moi, je ne maîtrise pas son nom. Parce qu'il y a quelqu'un dans le quartier avec qui ils font les banditistes, comme ils connaissent que je suis gênant. Ils savent que je suis percutant. Et ils m'ont proposé de travailler pour certains barons, pour vendre leurs marchandises, pour vendre leurs drogues. Tu sais, ce jeune homme est stressé. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vidéo? Il fait l'erreur. Il dit, parce qu'ils savent que je suis percutant. Mais au début, d'abord, il dit, je ne suis pas dans ça. Après, il dit, il parle. Il a suivi. Là, en ce moment, pourquoi il sort? Quand il sort comme ça, il doit être protégé. Dans un pays normal, comme en France. Quand il sort comme ça, il doit être protégé. Dans d'autres pays qui se respectent, il devait être protégé. On devait l'isoler quelque part. Il devait être parce que lui, il a au moins 60% de vérité et il connaît. Et il s'assume. Et ce qui se passe là, il pète le game. Comment il pète le game? Comme dans notre jargon, là il pète le game. Quand il pète le game, quand il pète le game, ça c'est une frustration, ça c'est un problème d'injustice. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Soit une frustration, soit un problème d'injustice. Je fais mes moitiés. Quand il arrive, il explique bien qu'il y a un convoi de 4 véhicules. Et dans le convoi de 4 véhicules, il dit bien qu'ils se sont fait passer sur les ordres du colonel des spéciaux le colonel des spéciaux. Donc, c'est le colonel des spéciaux qui envoie ces éléments venir arrêter le petit. C'est d'abord l'étiquette. Mais les gens qui arrivent, ils ne sont pas des spéciaux, ils disent bien ils sont de la DGR et autres, donc ils viennent sur le commandement du chef des spéciaux. C'est ce qu'il dit ici. Ça fait 2. Lui demande de l'aide à qui? Demande de l'aide à le chef de l'État. Donc le chef de l'État a la chance, a cette grâce d'avoir un qui est dans ce milieu. Et c'est dans tous les pays du monde, ça s'est passé comme ça. Aussi en Italie, il y a toujours un qui sort et qui veut tout déballer. Et il doit être protégé. Mais dans sa vidéo, il dit, parce qu'ils savent que je suis percutant. Donc on demande de dire, bon, à partir d'aujourd'hui, tu dois travailler pour nous. Mais dès le départ, il dit, oui, j'ai d'abord, au départ de sa vidéo, vous allez écouter, nous allons répartir, parce que chaque détail compte.
Chaque détail compte. Quand un jeune comme ça prend, il faut écouter la vidéo plus de 5. Au minimum, c'est 5. On n'écoute pas une vidéo 2 et puis c'est passé. Parce qu'il y a des détails, vous allez noter. Sa seule vidéo, là, j'ai noté peut-être combien de fois les points. Il a été saisi. Soit c'est un DJ. Ça veut dire que lui, il est DJ. Peut-être un revendeur. On va dire que c'est un revendeur. Lui n'est pas le dealer même. Lui, c'est un revendeur. Donc, les DJ. Lui, il est attrapé. Il reçoit une pression. Et la pression qu'il reçoit dans son échange, c'est qu'il veut nous faire comprendre que il doit travailler pour eux. Sinon, il sait ce qui va se passer. Ça ne s'arrête pas là. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons revenir ici. Nous allons revenir ici. Ce jeune-là, écoutez bien. Voilà un agent qui fout le bordel dans le Gabon. Lui, là, on ne connaît pas son rôle. Lui, son rôle, c'est d'escroquer les gens, braquer les gens, mentir sur les gens, aller vendre la drogue avec les vendeurs de drogue. Regardez-moi l'argent là. L'argent que vous voyez là. C'est ça que nous, on est les gars du terre-terre. Lui, chaque jour à Libreville, il prenait l'argent chez les vendeurs de drogue. Les 30 000, les 20 000, les 30 000, les 20 000, les 30 000, les 20 000, les 30 000, les 20 000. Mais à ma grande surprise, j'ai appris qu'on a arrêté les vendeurs de drogue à Libreville. Moi, je ne suis pas un vendeur de drogue, mais moi, je défends la bonne cause. L'argent là devait faire parmi des vendeurs de drogue qu'on envoie en province. Parce que eux, ils se prennent tout permis. Lui, il vendait la drogue à Libreville. J'affirme. Même devant un procureur, on me met debout. On me dit, Riche, répète ce que tu as dit. Lui, il vendait la drogue à Libreville. Qu'est-ce qui se passe? Tous les jeunes, vous savez que vous voyez pas un peu cette sortie de jeunes, mais vous n'avez rien compris. Là, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Là, c'est des jeunes qui sortent à visage découvert. C'est sur son compte TikTok. Non, ça veut dire que déjà, c'est sur les réseaux. Il a pris l'image de l'argent, il a collé. Officiellement, il affiche l'argent. Ça veut dire que lui-même, il affiche l'argent lui-même. Donc, ça veut dire qu'il vous donne même déjà le dossier en main. Que voici. Et son nom revient dans l'autre vidéo. Là n'est pas le problème. Pourquoi ces jeunes sortent à visage découvert avec un tel courage? D'autres vont dire c'est le ras-le-bol, c'est pas le ras-le-bol. C'est pas le ras-le-bol. C'est pas le ras-le-bol. Vous vous rendez compte, pour ça je se dis c'est pas le ras-le-bol. Au début vous pouvez penser que c'est un ras-le-bol, oui, ils ont aussi une pression. Il y a un problème d'injustice, ils veulent réparation. Donc ils veulent réparation, c'est une façon de dire, si vous voulez faire la justice, faites la justice pour tout le monde. Vous ne faites pas la justice pour les plus faibles et les plus forts vont racheter. Ça, on peut comprendre. Mais il y a un véritable problème. Ce problème ici, dans Libreville, quand je fais des enquêtes, d'autres vont récupérer les drogues des autres, les menacent, les intimident. Parce qu'ils savent que la drogue, ce n'est pas moins de 10 ans, ce n'est pas moins de 5 ans. Ils récupèrent leur drogue et ils vont donner à d'autres dealers. Est-ce que vous comprenez? Pour ça, j'ai demandé aux spéciaux que quand vous faites ce genre de travail, vous regardez les plus percutants dans tous les pays qui se rasent. Ça veut dire que vous prenez les gens de l'OCLAT, vous prenez les gens de la DGA, vous-même les spéciaux, vous prenez les journalistes d'investigation. Ça veut dire que nous devons tous travailler ensemble comme dans d'autres pays. Si on sait qu'au Gabon, ils sont combien? On va te dire au Gabon, ils sont à peu près 3. Bon, dans les 3, nous prenons les 3, nous allons travailler avec eux. Vous faites votre travail, nous avons besoin d'informations et vous, on travaille en synergie. Bon, voilà, vous faites votre rapport et on essaie de voir comment ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Jusqu'au détective privé. Au Gabon, à l'époque, il y avait un détective privé en 2010. En 2010, je sais, mais après, je n'ai plus de ces nouvelles.
Il y a un problème. En ce moment, comme on peut dire, c'est l'intronisation. Et peut-être chaque 5 ans, chaque 3 ans, chaque 6 ans, il y a un qui devient le king de la ville. Donc vous comprenez, en ce moment, c'est une guerre de king. Qui va être le king? Et tout le monde doit se rallier derrière lui et il efface ses concurrents. Ça s'est passé à l'époque, je vous dis bien, de la Young Team, où tout le monde était balayé. Et après comme on entendait, il n'y avait plus de bruit. Et ça continuait à être vendu. Parce que ça, c'est eux-mêmes, comme ils disent dealers, et ils se dealent entre eux. Ça dit qu'ils vendent les autres entre eux-mêmes. Ils alignent les autres. Les autres sont effacés sur le territoire. Et lui, il récupère chaque position. Est-ce que c'est la même chose? Ce que nous sommes en train d'assister actuellement? Je pense que c'est la même chose. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Comment ça se passe? L'importation de la drogue se passe dans 2 secteurs. Il y a le côté amateur. Je vais vous montrer le côté amateur. Le côté amateur, c'est ce côté-là. Ça, c'est le côté amateur de la drogue. Ils vont vous dire ça, c'est les amateurs. Ok? Le côté professionnel de la drogue, c'est ça. Le côté professionnel de la drogue, c'est ça. Ça, c'est maintenant le haut niveau. Comme on peut dire, catégorie, le A1. Ça, non, ça c'est A2. Ça, c'est catégorie A2. A2, je pense. Vous voyez, dans les moteurs et pièces détachées. Il y a une autre catégorie. Ça, c'est, voilà, cette catégorie-là. Cette catégorie-là aussi. Vous avez vu, on prend un véhicule, et il y a l'autre catégorie, ça c'est le VIP. Tout ce qui vient dans, tout ce qui est consommation, bouffe, au niveau des Libanais. J'avais même oublié de citer. Ils sont 3, c'est le signe de la loge. C'est un certain triangle. Les parrains ici, il y a les Libanais, il y a les Maliens, et il y a les Nigériens, et les Gabonais sont au milieu, les 0. Donc voilà. Donc, du côté des Libanais, ça vient par tout ce qui est truc de consommation. Dans les boîtes de concert, dans tout, dans le poisson, dans la viande, ça vient dans leur conteneur. C'est comme ça que ça se passe. Et même en Afrique de l'Ouest, au niveau de Lomé, au niveau de Cotonou, eux, ils sont déjà à ce niveau. Voilà. Sommes-nous prêts à éradiquer ce fléau de la drogue dans notre cité, afin de sauver cette génération de 2005? On ne va même pas parler de 2010, hein. On ne va pas parler de 2000, mais nous allons au moins parler de 2005. Là, nous devons parler de 2005. Il devait parler de 2005. Parlons même à peine 2005. Quand je parle de nous, parlons aujourd'hui de 2005. Les 2000 là, c'est même pas la peine. Ça veut dire que nous venons aujourd'hui sauver ceux qui ont 20 ans. On va sauver les enfants de 20 ans. Ceux de 21 ans là sont déjà ratés. Là sont déjà ratés. Les 25 ans là sont déjà. Et pour régler ce problème, ils savent. Ils connaissent les villes. Ils connaissent comment ça se passe. De créer une brigade mineure. De mettre les sous sur une brigade mineure. Et au niveau de la prison centrale, de construire une nouvelle prison pour des mineurs. Et les condamner à mort. Les condamner, ceux qui sont condamnés là, comme tous ces étrangers là, de ne pas les mettre ensemble avec celui qui est venu par exemple faire 5 ans, ou celui qui est venu par exemple faire
Ces 3 ans, ils ne doivent pas les mettre ensemble. Ça aussi, puisque la drogue, le grand réseau même de la drogue, c'est la prison centrale, nous avons vu ça avec les spéciaux. Nous avons vu ça avec les spéciaux dans le documentaire, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce problème avait déjà fait surface sur les réseaux. Que la prison centrale, c'est combien d'habitants? La prison centrale de Libreville, c'est un État dans un État. Vous voyez la prison centrale de Libreville comme le Vatican. En fait, là-bas, c'est l'État on va par exemple dire, l'État de derrière la prison, et il y a le Gabon. Parce qu'il y a combien d'habitants là-bas à la prison centrale? Pas que des Gabonais, mais tout le monde. Tous les pays du monde sont représentés là-bas. Et ça fait combien d'habitants là-bas? La drogue est même fabriquée sur place là-bas. La drogue est fabriquée dehors et rentre là-bas. Jusque beaucoup d'agents de la sécurité pénitentiaire sont tout le temps limogés et sont tout le temps sanctionnés. Parce que les grands consommateurs, ça va là-bas. La drogue forte que vous avez vue ici, on parle c'est des milliards. C'est pas des trucs, c'est des milliards. Quand on apporte une tonne, cette tonne a fait comment pour être d'abord embarquée depuis Lomé. Vous comprenez que c'est en complicité avec les douaniers du Togo. Vous comprenez que c'est en complicité avec les autorités du Togo. Parce que ces autorités du Togo, il y a eu des fouilles pour nous faire rentrer une cargaison d'une tonne pour rentrer chez nous. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Nous parlons d'ici de logistique et de transport, un secteur qui est bien suivi. Ça quitte Lomé pour rentrer chez nous comment? Nous sommes en concurrence avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Si un petit pays comme nous rentre dans les 4e et 5e positions, ce n'est pas une fierté. Nous avons tout pour réussir dans notre pays. Le Gabon ne peut pas tout faire en même temps. Nous avons l'exploitation du manganèse. Nous avons l'exploitation du pétrole. Nous avons l'exploitation de l'or. Nous sommes en train d'exploiter le fer de Bilinga. On exploite tout en même temps, le bois. Nous sommes même dans le trafic de la drogue. Mais le pays ne se développe pas. Les autres construisent les immeubles chez nous. Les autres construisent les villes chez eux. Transforment leur village en ville. Mais nous, en retour, qu'est-ce que la drogue, un jeune Gabonais a fait de ce pays en tant qu'un dealer de drogue? Rouler dans les gros véhicules, faire des dépenses avec les femmes et autres. La Colombie a été conçue jusqu'à aujourd'hui sur la drogue. Ils n'ont rien. Le Bénin, la plupart le Bénin à l'époque, c'était la drogue. Tout le monde savait, c'était pas seulement le coton. Comme on disait qu'ils avaient ils avaient deux sortes de drogue. Il y avait le coton et il y avait la poudre blanche. C'est comme ça qu'ils ont travaillé leur pays. Nous, c'est quoi notre problème? Quel est notre véritable problème? Moi, je me pose la question. Donc, nous sommes éternellement des consommateurs. Nous sommes éternellement consommateurs. Comment un pays peut être reconnu premier consommateur au monde? On consomme les véhicules, on consomme la bouffe,
on consomme l'alcool, on consomme la drogue, on consomme tout. Mais on ne transforme rien. C'est quoi le souci? Sobaga implanté, il y a Sobaga qui est là, M. Castel implante ses produits. Et quand on prend ces produits, une jeune Gabonaise prend ces produits et exporte ailleurs, elle ne peut même pas les utiliser parce qu'on dit que ces produits-là ne sont pas des bons produits. Elle a perdu combien de millions sur ça. Le Hanza, c'est la même chose. Les gens achetaient le Hanza, amenaient le Hanza, ça ne pouvait pas être consommé, même en Afrique du Sud. C'est quoi le problème? Ce qui est consommé au Gabon, quand tu amènes dans un autre pays, on te dit non, ça ne peut pas être consommé dans les pays des Blancs, non. Même jusqu'aux saucisses, on consomme même quel genre de saucisses. C'est un secteur qui devait être sensible dans un pays. On vient au Cameroun, là, à peine quelques jours, il y a eu une grande saisie, où on s'est rendu compte que les gens font les saucisses avec les chauves-souris, les saucisses à base du chien, les saucisses à base de chat, les saucisses à base de ceci. Et ces saucisses-là sont au Cameroun. Combien rentrent ici? Il y a des trucs que nous ne devons même pas accepter de consommer, des petits trucs qu'on se dit non, 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 non. Nous avons des enfants, et comme ça, c'est un produit consommé trop par nos enfants, donc nous ne voulons pas ce produit sur notre territoire. Ce produit est uniquement fabriqué ici. Ça, même dans l'alimentation, ça, jamais la gaz ne fait pas son travail. Vous vous rendez compte qu'il y a des saucisses à base de chauve-souris, à base de chien? Au Cameroun, ça a été saisi. Les gens ne font consommer quoi? Et même pour la cerise sur le gâteau, on est fiers d'être aussi des grands consommateurs de drogue. On te dit que les gens consomment la drogue par tonnes en un mois. C'est fini. Sur tout le territoire, tout est terminé. S'ils font ça, c'est parce que ça marche. Quand ils amènent comme ça ne met pas du temps. Après, c'est terminé. Et ça, c'est fait depuis. Ça, c'est parce qu'il y a le nouveau DG de douane est vigilant. Le nouveau DG de douane a envie de plaire. Donc, il veut faire bien son travail. Le ministre... Donc, tu vois que là, mais ce qui était là bien avant. Mais pourtant, nous tous, on sait que la drogue venait par Cotonou, par Lomé. C'est ça qui ignore ça ici. Juste pour vous dire que le dossier a été récupéré dans nos mains. Et on va terminer ces enquêtes-là et on va exposer différents noms. Parce que dans tout ça, il y a les barons. Il y a les barons, comme ils disent. Et on sait tous qu'il y a toujours un baron qui protège son cartel. Comme c'est légal, et c'est des trucs qu'on sait, je dis, depuis Ali Bongo, à l'époque d'Akrobessi, il y avait des cartels de drogue au Gabon. Ça, j'affirme et je rassure. Il y avait des cartels de drogue au Gabon. Et ce qui est quand même bizarre dans ce truc de drogue-là, il y avait beaucoup de règlements de compte. Il y avait des règlements de compte et ils prenaient même la drogue, ils mettaient dans les véhicules des autres. C'est-à-dire qu'un bon matin, tu te lèves, quand tu es dans ça, on t'attrape, et ils t'amènent, après ils reviennent fouiller ton véhicule et on se rend compte que tu as la drogue à l'intérieur. Et ils se rendaient des coups, c'était des règlements de compte entre eux. Ils se font de la guerre des territoires, ils se font la guerre où chacun va être pour dire, moi au niveau de Libreville, je gère. Tout Libreville, jusqu'au pont Nombo, c'est stop là, c'est ma zone. L'autre va te dire à Kanda, c'est ma zone. L'autre va se dire au 22, c'est ma zone. Et ils ont partagé des zones comme ça dans les provinces. L'autre va se dire, moi, c'est une tombe.
Et ces gens sont protégés par qui? Quand on dit le baron, comme vous avez entendu, oui, il y a même un baron là, il y a un qui travaillait pour un baron, en ce moment, il est même en prison. Les barons, c'est qui? Nous avons tous entendu que Noureddine était dans ça, c'était pas faux. Parce qu'il y avait ce qui se passait. Parce que ce sont des milliards, ce sont les sacs qui rentrent. Puisque on dit que la semaine, c'est le milliard. Par jour, c'est 100 millions. À l'époque de la Liu Kim, on entendait parler. Donc là, ça a doublé ou ça a baissé? Puisque ça fait rentrer le million de jours. Quelque chose qui peut faire rentrer 100 millions de jours. Vous vous rendez compte? Donc, pour les pays là que vous voyez, parfois, ce ne sont pas les détournements, comme je vous disais. Parfois, ce ne sont pas les détournements. Parfois, ce sont les barons de la drogue. Et vous pensez que non, il est dans les détournements. Il n'est peut-être même pas dans les détournements. Il est là, il protège son réseau. Ils ont glacé 100 millions de jours. Ces 100 millions de jours, donc si c'est réparti, c'est comme une échelle. Lui-même, il a peut-être ces 50 millions de jours. Et tous ceux qui sont autour, qui doivent protéger son dealer, et puis c'est parti. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Là que ce pays a déjà il y a déjà une poussée des journalistes d'investigation, il y a déjà une poussée d'analystes. Vous allez faire comment? Nous sommes en démocratie, la liberté d'expression, ça veut dire que là, vous allez faire comme parce qu'il faut qu'on expose ça. Regarde comment un peu cette jeunesse-là, hein, la délinquance juvénile. Vous pensez que c'est en parlant de Mapan que nous allons trouver une solution? Le Mapan n'est qu'un problème politique qui, juste pour une élection, après c'est fini. Quand on veut résoudre des problèmes de Mapan, on ne fait pas tous ceux désordres-là, des guerres et des guerres. Quand on veut parler de Mapan, régler le problème de Mapan, nous connaissons. Et j'ai dit ça et j'ai répété ça ici. C'est comme ça qu'on règle les problèmes mineurs de Mapan. Quand vous regardez sérieusement, quand vous êtes conseiller d'un chef de l'État, vous voulez régler quand on veut régler un problème de Mapan, on le règle structuré, comme j'ai dit. Vous faites comme vous vous arrangez, vous vous organisez, vous partagez secteur par secteur, vous faites d'abord sortir vos élites. Quand on veut régler le problème de Mapan, on fait sortir les élites de Mapan. Monsieur le président de la République, dans Kingele, nous avons un enfant qui est sorti brillant de telle école, de l'EPCA, ou est sorti de l'ENA, ou est sorti de telle école. Il est brillant dans sa catégorie, majeur de sa catégorie. Il est là depuis, il n'a pas de boulot. Ah bon? Oui. Nous avons un enfant, une fille de Mapan, qui est brillant dans sa catégorie au niveau de l'entrepreneuriat. Voici ce qu'elle a essayé de faire. Oui. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. Mais si vous dites que nous, les Mapan, c'est faire sortir les gangsters de Mapan. Ce n'est pas ça régler le problème de Mapan. Quand vous faites ça, vous étouffez l'élite, vous étouffez les familles, les mamans qui envoient leurs enfants de vouloir réussir parce que c'est des gens qui se disent, nous avons raté, mais nos enfants doivent réussir. Donc c'est ça leur chance. Monsieur le Président, ces enfants ont besoin d'une bourse. Monsieur le Président dit, bon d'accord, je donne 2 bourses ou 5 bourses aux élèves de Kingele, je donne 7 bourses à Québec, je donne telle bourse. C'est comme ça qu'on veut régler les problèmes. Nous réglons les problèmes dans quoi? Nous ne réglons pas les problèmes de Mapan dans les taxis jaunes. Nous ne réglons pas les problèmes de Mapan dans les pick-up, en donnant les pick-up. Ça, c'est des trucs, quand on dit des trucs de campagne, c'est politique. Ça va régler quel problème? Les Mapan ont le problème d'eau. Les Mapan ont les zones où l'électricité n'arrive pas parce qu'il n'y a pas des poteaux. Donc, on va te dire, dans telle zone, nous avons un problème d'eau. Comment faire pour amener l'eau dans cette zone? Monsieur le Président, nous avons un devis ici pour un forage. Le forage nous coûte au moins 3 millions. L'entreprise est là. Nous parlons de quoi?
Nous gérons quoi? Nous voyons juste l'émotion, nous voyons juste les gens qui sont contents d'être à côté du président, de faire des... Il y a qu'est-ce qui est réglé? Le Mapan, si on sort du problème de Mapan, quand on est quelque part, comme disait Pablo Escobar, quand on est quelque part, on se dit, nous devons nous battre pour... Et comme il dit, Pablo n'est pas devenu célèbre pour rien. À Medellín, Pablo, c'est ce jeune bandit qui est un narcotrafiquant qui prenait de l'argent et ouvrait les routes chez lui, qui prenait de l'argent, créait des commerces chez lui, même si c'était illicite. Mais Pablo, aujourd'hui, pourquoi Pablo reste toute la vie comme les Che Guevara? Che Guevara a mené un combat d'une libération. Mais Pablo aussi a mené cet enfant qui est sorti de la rue, qui a montré que nous pouvons aussi, mais nous en retour, qu'est-ce qui se fait? Comme je dis, on copie quoi? Il envoyait les enfants à l'école, il construisait les écoles et autres, il aidait les familles, il s'arrangeait à donner le meilleur de la vie de ses patriotes. Parce qu'il se disait, nous sommes là. Et ses compatriotes, nous sommes tous dans le ghetto. Aujourd'hui, on voit les DG qui ont réussi, mais qui ont grandi dans les Akebe, qui ont grandi dans les Kingele. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On doit prendre ces jeunes-là, les porter les t-shirts et les amener dans le Kunabelis. Qu'est-ce qu'ils sont revenus faire dans Kingele? Qu'est-ce qu'ils sont revenus faire dans les Akebe ou dans les beaux séjours bien ou bien dans les Bataveya, en disant, moi je suis un jeune, je suis ministre, mais j'ai grandi dans Bataveya, je vais faire. Le président de la transition a montré l'exemple. Je suis allé à Port-Gentil en mission. J'arrive à Port-Gentil, je suis allé filmer. Oui, il a grandi, il a mis le goudron. Il a grandi, il a ouvert les zones. Là-bas, c'est devenu bien. Dans le goudron, c'est bien. Dans le quartier, il a grandi. Oui, c'est un jeune qui a grandi. Et aujourd'hui, il est président de la République. Il est reparti dans le quartier où il était. Il a arrangé ce quartier. Il y a les bourses des enfants, les familles qui ont donné leurs enfants en des bourses. En retour, vous en faites quoi? Quand on veut des problèmes de Mapan, on fait quoi? Quand on veut parler des problèmes de Mapan, on envoie des enfants, on envoie nos enfants à l'école, dans les grandes écoles. On cherche les plus brillants. On cherche les plus brillants parce qu'on se dit, voici, nous les plus grands, nous avons les plus grands les faits passer. Bon, vous voyez comment nous sommes là, des longueurs en journée, nous sommes en train de boire le vin, on est là, en air, c'est le message qui doit passer aux jeunes. Donc, vous les jeunes, vous devez réussir dans votre vie. Vous devez réussir dans votre vie pour que vous reveniez dans le Mapan, développer le Mapan. Même si vous ne voulez plus venir revivre dans le Mapan, vous voulez vivre à la Sablière comme beaucoup d'autres, ou dans d'autres quartiers, mais vous devez venir arranger le Mapan, parce que ça c'est votre mission à vous. Notre mission, leur mission à eux, c'est de se battre pour que ces enfants-là puissent réussir à avoir une bourse de 3 ans, de 4 ans, ou de 5 ans. Quand ils ont fini, ils ont de l'emploi, bon voilà. Nous réglons un problème comme on ne peut pas régler tout ne peut pas être politisé. On m'a parlé des problèmes de taxi, je dis je ne veux pas en parler. On m'a dit pourquoi je ne veux pas en parler. J'ai dit non, parce que dans certains villages, dans certains villages, dans certains départements du Gabon, il y a ces zones-là, c'est quand même, il y a des grandes distances. Ça devait beaucoup aider dans les départements. Pas dans les chefs-lieux, mais dans les villages des départements. Dans les villages des départements, même si on donnait ça à 2 ou 3 jeunes ou à un professeur ou un maître, un enseignant, quand même il peut faire une bonne petite distance. Une bonne petite distance. Ou dans les petites villes de nos villages là où les gens doivent marcher pendant des kilomètres et des kilomètres. C'est important. C'est des projets comme ça qu'on devait développer. Ou encore, on se dit que ces taxis-là ne circulent que dans une zone. Dans la zone de Carrefour, Léomba et Petit Paris. Dans la gare, ça ne circule que dans cette zone. Donc on s'arrange à libérer les taxis, non pas dans les petits Paris là. La zone là, c'est la zone de ces taxis-là. Pour que ces jeunes-là
chaque jour, chacun peut avoir un 10 ou un 15 000. Mais ça, il faut étudier ce problème. Ça, même au niveau même de Petit Paris, là, en commençant de Carrefour Lomba pour rentrer dans le marché, là, on libère le trottoir, on dit, bon, vous, parce qu'il y a des femmes enceintes qui marchent, il y a des gens aussi qui sont fatigués, qui doivent marcher pendant peut-être 2 kilomètres, c'est quand même assez long le marché. Donc on s'est dit, bon, vous tournez que dans le marché, dans la zone du marché. Une personne qui est fatiguée, avec son gros sachet, une femme enceinte, directement c'est 200, directement c'est 300, ça dépend ça dépend du tarif. Et c'est tout. Et c'est beau. Donc les taxis n'ont pas le droit de rentrer dans certaines zones. Quand ils arrivent dans certaines zones, ils doivent garer. Et à partir de cette zone-là, ce sont les jeunes là qui rentrent déjà dans le marché et font leur commerce. Et on ouvre le marché, on libère le marché, on crée de l'espace. C'est comme ça. Pour ça, vous entendez l'étude, chargé d'études, conseiller. Il faut faire l'étude quand il y a un projet, on ne rentre pas dans l'émotion. Sinon, on va se retrouver avec des accidents, on va se retrouver avec ceci, on va se retrouver... Non, n'est pas le problème. Créer l'espace pour ces gens-là. Donnez-leur un secteur d'activité où ils vont se faire aussi, chaque jour, ils vont se faire de l'argent. Mais ne les donnez pas un matériel, ils vont avoir du mal. Donc il y a certaines zones où le maire de la ville et la police municipale, en collaboration, se disent, bon, venez, le président vous a donné des engins en tant que maire de la ville. Bon, voilà. Et celui qui s'occupe de la police municipale, ces zones, ce sont des zones que nous allons vous octroyer. Vous allez travailler dans ces zones. Ce sont vos zones d'activité. Et vous allez vous faire de l'argent. C'est simple. Et là, tous ces jeunes de Mapane, chacun va avoir son argent toute la journée. Il a une activité. Il n'a plus le temps de dire qu'il va aller braquer. Il n'a pas le temps de dire qu'il va aller faire. Il est dans son activité. Il a son argent là qui rentre à chaque fois. Et c'est tranquille. Mais si vous les donnez ça comme ça, après ils font quoi? Ils vont revendre ou soit après. Et c'est quoi le suivi d'entretien? L'entretien, ça se passe comment? Vous aussi. Donc, ça c'est comme je disais, ça c'est le acte 1. Il y a 2 jeunes Gabonais et 2 compatriotes qui sont sortis à visage découvert, sont demandés aux autorités qui sont prêts à témoigner et à exposer certains. Et la guerre a commencé depuis un certain temps dans les problèmes de cartel de drogue au Gabon. On attend un peu la réponse des autorités. On veut quand même une justice partielle. Il faut que ce petit soit entendu, pas menacé, parce qu'il sort à visage découvert pour dire j'ai besoin d'aide, moi je suis prêt à témoigner, à livrer, voilà. Mais si vous allez encore dans l'intimidation, il fera son travail quand même. Sur ce, j'ai terminé. On se revoit le mardi pour que beaucoup de visages vont être exposés. Et là, c'est de là où nous allons quand même éradiquer ce problème au niveau de la drogue pour sauver cette génération-là. Parce qu'il faut sauver cette génération. Les personnes adultes encore, ça va. Mais si nous ne sauvons pas les enfants de 17 ans, de 17 ans à 20 ans, là, c'est fini. Nous devons sauver cette génération-là. Nous devons sauver rapidement cette génération. Voilà. Merci et bonne soirée.